Bienvenue sur le podcast Écoutons Doc d'InnovDoc. InnovDoc est une équipe de doctorants de la communauté Université Grenoble-Alpes souhaitant travailler en entreprise à l'issue de notre doctorat. Notre objectif est de créer des liens avec l'entreprise en faisant connaître les docteurs et en mettant en valeur leur savoir-faire et leurs compétences. Dans cette nouvelle saison, nous avons décidé de créer des podcasts. Le but est de faire témoigner des docteurs, salariés, entrepreneurs et ou start-upers. Quel est l'intérêt pour les docteurs de travailler en entreprise? Pourquoi embaucher un docteur? Quels sont les avantages pour l'entreprise? Ce sont des questions qu'on veut répondre grâce au retour d'expérience de nos témoins à qui nous laissons la parole. Je suis Pedro Diaz Longuitano, doctorant en deuxième année au GIPSA-Lab. Mon sujet de thèse focalise sur l'optimisation des modes d'utilisation des véhicules pour augmenter la vie de leurs composants. Aujourd'hui, je donne la parole à Benjamin Char, qui a fait son doctorat sur le domaine de la fiabilité. Benjamin est aujourd'hui ingénieur de la maintenance prédictive chez le groupe Volvo. Comprendre quels sont les avantages de poursuivre vers une carrière mixte et académique est ce qui nous intéresse. Et Benjamin nous fait part de l'intérêt que son travail apporte aux entreprises et aussi en quoi les compétences qu'il a développées durant son doctorat sont une valeur ajoutée aux organisations qui font appel à ses services. Il va nous raconter son parcours et donner aussi des conseils pour les doctorants qui ont envie d'intégrer le secteur privé après le doctorat. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour, je m'appelle Benjamin, j'ai 35 ans. J'habite à Lyon. Je suis ingénieur de formation, ingénieur en mécanique de l'Institut français de mécanique avancée à Clermont-Ferrand. J'ai été diplômé en 2009 avec une spécialité calcul de structure. Suite à ce diplôme, j'ai enchaîné sur une thèse de doctorat dans le domaine de la fiabilité des structures mécaniques sur la période 2009-2012. J'y reviendrai un peu plus tard. Après cette thèse, j'ai rejoint l'industrie et depuis, je ne l'ai pas quitté. Donc ça fait 9 ans. J'ai travaillé pour 4 entreprises différentes. J'ai travaillé 7 ans à peu près dans le domaine de la fiabilité, de la durabilité des composants. Et puis récemment, donc depuis 2 ans, je me suis plutôt orienté dans un domaine connexe qui est la maintenance prédictive. Voilà, donc je travaille depuis 2 ans chez Volvo au département donc après-vente, aftermarket. Et je travaille à développer des algorithmes de maintenance prédictive donc qui visent en fait à prédire lorsqu'un composant va tomber en panne. Et pour cela, j'utilise des données véhicules, donc des données qui sont remontées par télématique et qui contiennent des informations sur l'état de santé des composants et puis sur l'usage du véhicule. Et ensuite, à partir de ces données qui sont en très grand nombre, on développe des modèles type machine learning donc qui permettent de prédire une future panne. Donc, je vais maintenant vous parler de ma thèse. Donc, tout d'abord le titre, évaluation par crigeage de la fiabilité des structures sollicitées en fatigue. Il y a 3 mots-clés, je pense, dans ce titre. Tout d'abord, crigeage. Fiabilité et puis enfin fatigue. Je vais commencer par définir ce dernier terme. Donc, fatigue, c'est un phénomène physique de dégradation d'un composant et cette dégradation du composant, elle est liée à des sollicitations cycliques qui vont, du fait de leur répétition, générer un dommage progressif et amener à la rupture de la pièce. Alors c'est un phénomène qui est très courant dans le domaine mécanique et une manière de s'en prémunir
par les règles de dimensionnement actuelles, c'est l'utilisation de coefficients de sécurité. Donc on va utiliser des coefficients qui vont en fait nous permettre de repousser dans le temps finalement ce phénomène pour qu'il arrive le plus tard possible. Alors le problème, c'est qu'en utilisant ce genre d'approche, finalement on ne connaît pas notre marge de sécurité, notre marge de sûreté. Parce qu'en fait on est dans une approche déterministe. Et donc l'idée de la fiabilité, donc le deuxième terme du titre ici, le deuxième mot-clé important, la fiabilité, dans la fiabilité en fait on va chercher à remplacer cette approche déterministe par une approche probabiliste. C'est-à-dire qu'on va modéliser donc, des paramètres physiques par des lois de probabilité pour en fait pouvoir en sortie calculer, estimer une probabilité de défaillance du composant. Donc en général, on va venir modéliser par des lois de probabilité des paramètres comme la géométrie du composant, la propriété matériaux du composant, ou encore les paramètres qui en fait vont caractériser la sollicitation. Une fois qu'on a modélisé tous ces paramètres par des lois de probabilité, on va venir les propager, donc ce caractère aléatoire, dans un modèle mécanique, un modèle de simulation, type élément fini par exemple, qui va nous permettre de savoir finalement si le composant va casser ou non dans le temps. Voilà, donc la fiabilité ça fonctionne comme ça. Les méthodes les plus classiques de fiabilité sont des méthodes de simulation type Monte Carlo. On va venir générer en fait un très grand nombre de très grands échantillons pour nos paramètres d'entrée, et puis on va venir donc calculer pour chaque jeu de paramètres, on va venir calculer la valeur de sortie du modèle mécanique, et puis on va regarder s'il est défaillant ou non. Et on calcule la probabilité de défaillance tout simplement en comptant le nombre de cas défaillants divisé par le nombre total d'essais réalisés, de simulations réalisées. Malheureusement, avec ce type d'approche qui semble très simple, c'est le temps de calcul. On va se retrouver avec des temps de calcul beaucoup trop importants du fait de la simulation du modèle mécanique à chaque itération. Et donc pour pallier à ce problème, dans ma thèse, j'ai travaillé sur un métamodèle qui s'appelle le crigeage, qu'on trouve aussi sous le nom de processus gaussien, et qui, lorsqu'on va le combiner à des méthodes de simulation, va nous permettre en fait d'identifier parmi le jeu de données d'entrée les calculs à réaliser. Quel jeu de données il faut utiliser pour avoir le plus rapidement possible notre probabilité de défaillance avec une précision suffisante. Et donc voilà, donc j'ai appliqué j'ai développé des méthodes, donc toute une famille de méthodes basées sur de la simulation Monte Carlo, du tirage d'importance, des méthodes de subset. Et qui ont permis de réduire les temps de calcul de manière drastique. Alors, si je vous parle maintenant un petit peu du contexte de la thèse, donc c'est une thèse qui a été financée par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, faisait intervenir donc des partenaires industriels et des partenaires académiques. Parmi les partenaires industriels, le principal était donc Safran Snecma, qui nous a fourni donc des données de sollicitation de la pièce, des données d'essais de fatigue, et puis des modèles numériques qui permettaient donc de simuler le comportement du composant. Donc on a travaillé sur des composants d'aéronautique et d'aérospatial. Et donc l'objectif c'était d'évaluer la probabilité de défaillance de ces composants. Et pour cela, donc j'ai utilisé donc les méthodes que j'ai développées pendant ma thèse.
Donc ce projet a duré 3 ans. Alors moi, je suis arrivé à la fin de la première année, donc pendant 2 ans j'ai été financé par ce projet ANR, et puis pour la dernière année j'ai été financé par un poste d'ATER, pardon. Donc attaché temporaire d'enseignement et de recherche, je crois. Et donc je donnais des cours en même temps que je réalisais ma thèse. Donc des cours en statistiques, probabilité, fatigue, fiabilité, éléments finis, mécanique générale, analyse numérique. Voilà, donc je donnais des cours, enfin des TD, du coup, travaux dirigés, et puis des travaux pratiques. Voilà. Alors ensuite, pourquoi j'ai décidé de rejoindre le secteur privé ? Je pense que dans un premier temps, j'avais surtout envie de voir comment fonctionnait une entreprise. Et puis j'avais envie aussi de me rapprocher en fait du produit final. J'avais envie de voir comment ce composant était testé en réalité. J'avais vraiment envie, voilà, d'avoir plus ce côté concret. Ensuite, je pense aussi que dans le domaine de l'industrie, il y a énormément de postes différents, possible de voir énormément de choses différentes, et c'était ce large choix en fait aussi qui m'a poussé vers l'industrie. Alors si je parle maintenant des compétences acquises en thèse et qui m'ont été utiles dans la suite, j'en vois 2 principales. La première, ce serait l'expertise technique. Forcément, après avoir travaillé 3 ans sur un sujet, on devient spécialiste de celui-ci. Et pour moi, l'industrie a besoin de personnes qui maîtrisent des sujets pointus pour pouvoir innover. Ensuite, la deuxième compétence clé, ça a été donc la capacité, je pense, à communiquer sur mon travail. Donc, pendant la thèse, j'ai écrit des articles scientifiques pour des revues, pour des conférences. J'ai présenté aussi mes travaux dans des conférences. Et le fait de se confronter à ses pairs et de soumettre son travail à des pairs, en fait, ça oblige à une certaine rigueur d'écriture et une certaine rigueur dans la manière de présenter. Alors pour conclure, je donnerai quelques conseils aux doctorants qui souhaitent rejoindre l'industrie ou le secteur privé à l'issue de leur thèse. Le premier conseil que je donnerais, c'est de présenter votre thèse vraiment comme une expérience professionnelle. Pendant 3 ans, vous avez travaillé sur un projet et vous avez su apporter à l'issue de ce projet une réponse innovante pour résoudre diverses verrous technologiques. Et pour moi, c'est quelque chose qui doit vraiment être valorisé. Ensuite, mon deuxième conseil, ce serait de vraiment profiter du réseau que vous avez construit pendant votre thèse. Vous allez participer à des conférences, vous allez rencontrer des industriels, vous allez rencontrer d'autres laboratoires de recherche. Profitez du fait que vous connaissiez tous ces gens, que vous les côtoyez pour vraiment essayer de trouver le poste qui vous conviendrait derrière dans l'industrie ou dans le secteur privé. Merci Benjamin pour ces retours d'expérience intéressants et pour nous avoir partagé votre parcours et donné vos conseils. Si vous souhaitez aller plus loin, les publications et références de nos témoignages seront évidemment mentionnées dans les liens de nos podcasts. À très bientôt pour les prochains podcasts.